Lui essayer de convaincre que finalement l'offre de Lyon n'était pas meilleure que la nôtre, que c'était un vrai Parisien, qu'il avait beaucoup marqué le club et qu'il continuera à le marquer. Donc c'est plus, je dirais, de la conviction et de l'envie que de l'argent. Si vous voulez, les grands joueurs aiment aussi, ce qui est normal, être désirés. Donc voilà, il a fallu. Je vous dis, j'ai passé une semaine où je n'ai fait pratiquement que ça. Donc et j'ai réussi à résister aux propositions de Jean-Michel Aulas, qui d'ailleurs a fait également des propositions un an après à Jérôme Breton et à Sylvain Armand. Et là encore, j'ai pas fait, je veux pas dire que j'ai fait tout bien, mais j'ai réussi au niveau de ces trois joueurs-là, j'ai réussi à les garder. Je crois que c'était important pour le club. Sylvain Armand, qui est également devenu emblématique pour beaucoup de supporters, comme quelques-uns des joueurs qui ont traversé cette époque assez cadrée. Oui. Ce qui est très étonnant, même avec du recul, hein, c'est que quand on prend l'équipe qui était celle de 2006, quand on aligne les noms, c'était pas une mauvaise équipe. Hein. Quand vous avez dans une équipe Pauletta, Yepes, Roten, Armand, comment s'appelle-t-il, celui qui nous a sauvés de la montée à ce show, Amara Diané, que personnellement j'appréciais beaucoup. Quand vous avez des champions, quand vous avez après Sapo qui arrive, sur le papier, l'équipe Landreau qui est un bon gardien de but. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'elle était peut-être au niveau de certains joueurs en fin de parcours, mais j'ai oublié Peggy Lula, j'ai oublié Calou. Tout ça c'était des joueurs de haut niveau, même Fro était un bon joueur. Et voilà, la mayonnaise n'a pas pris, et puis on a eu un début de saison, je parle de la première année de mon mandat, très difficile avec les histoires de tirage de maillots, etc. Enfin bon, on a eu vraiment beaucoup d'événements contre nous, et puis il y a eu ce drame qui a évidemment conditionné beaucoup de choses, qui est la mort d'un supporter, voilà, qui fait qu'on a vécu une première année. Certains ont dit que j'avais en un an vécu tout ce qu'un président normal vivait normalement en 10 ans. Donc la première année, je dirais que je pense pas qu'on pouvait faire beaucoup mieux. La deuxième année, je pense qu'on aurait dû se renforcer plus. Mais bon, on n'avait pas non plus beaucoup de moyens. Le plus gros recrutement que j'ai fait, c'est pas plus Camara, qui était un chiffre important. Enfin, c'était 6 millions d'euros. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas un très gros transfert. Mais en tout cas, ça a été le plus gros pour moi. Une bonne pioche dans la mesure où il est encore là et il est même, je dirais, extrêmement important dans le vestiaire aujourd'hui. Enfin, oui, c'est un type très bien. La table, ça se voit de toute façon. Je pense que il en serait pas là aujourd'hui. Il a l'air extrêmement professionnel et c'est quelqu'un qui au premier abord paraît vraiment bien. Et votre départ, est-ce que c'était une incidence de l'arrivée de Michel Moulin? Ou c'était quelque chose, c'était de l'usure, c'était, comme vous dites, vous avez vécu trop en peu de temps? Ah non, c'était uniquement l'arrivée de Michel Moulin, je dirais, pas en tant que Michel Moulin, mais l'actionnaire Sébastien Bazin, il est actionnaire, il avait le droit de faire ce qu'il voulait, m'a dit, écoute, on a décidé de recruter quelqu'un pour superviser le sportif, Michel Moulin. Et je lui ai dit que moi, j'étais président, on n'avait pas à imposer des gens venant de l'extérieur, que si on faisait ça, ça voulait dire qu'on n'avait plus confiance en moi, et qu'à ce moment-là, je partais. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre l'actionnaire et le manager. L'actionnaire, il a le droit de se séparer du manager, mais le manager, il est là il a la responsabilité. Donc si l'actionnaire passe au-dessus de lui et décide de recruter quelqu'un, que ce soit Michel Moulin ou un autre, il devient un président d'opérette. Donc j'ai dit dans la minute, tu es actionnaire, tu fais ce que tu veux, mais moi sans moi. Donc c'était pas du tout je n'avais pas du tout prémédité, au contraire, il y avait encore 4 matchs à jouer, on avait trouvé des solutions, mais je ne pouvais pas accepter qu'on gère à ma place. Ou alors ça veut dire qu'on n'avait plus confiance, il fallait mieux que je parte. Bien sûr.
D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et je laisse la parole à Nicolas Hénon. Merci beaucoup, Président. Je vous en prie, je vous en prie. Oui, Président, bonsoir. Tout d'abord, sachez que c'est un honneur de vous parler. On vous remercie pour votre franchise sur votre passage. On voudrait maintenant avoir votre avis sur le Paris de Saint-Germain d'aujourd'hui, et notamment de Laurent Blanc pour commencer. Bon, écoutez, je suis extrêmement positif. Hein. C'est pas simplement parce que je suis toujours amoureux de ce club et supporter et autres, mais je suis très positif parce que je trouve que c'est vrai qu'il y a des moyens extrêmement importants, mais pas seulement. Je trouve que d'abord ça a été beaucoup plus vite que je ne pensais. En 2 ans, on a réussi à avoir une équipe, je dirais, de niveau européen, même si on a été un petit peu déçu de pas aller en demi-finale. Enfin, on joue dans la cour des grands. 2 ans après, ce qui est bien. Il y a eu un recrutement, je trouve, qui a été pratiquement sans faute. Et voilà, c'est facile de dire après, oui, il y a de l'argent, mais ça suffit pas d'argent. Fallait trouver Sirigu, fallait trouver Verratti, fallait trouver Maxwell. Je parle pas de ceux qui étaient plus connus comme Zlatan, Cavani ou Thiago Silva. Je parle des autres qui étaient déjà de très bons joueurs, mais qui n'étaient pas non plus hyper starifiés. Donc il y a eu un bon recrutement, ça a été vite. Et puis, bon, c'est vrai qu'Ancelotti a bien fait son travail, mais je trouve que Laurent Blanc a fait un sans faute, c'est-à-dire que en plus on joue bien, voilà, on gagne. Alors on aimerait gagner plus, encore une fois on aurait aimé passer un tour de plus, au moins un tour de plus en Coupe d'Europe, mais en tout cas on gagne et on joue bien, et personnellement je trouve qu'il a pris les bonnes décisions et que il a pris ses responsabilités au niveau du style de jeu, au niveau du milieu de terrain. Il a trouvé très rapidement un milieu de terrain très performant. Il a bien géré les stars parce que c'est pas si facile de gérer des joueurs à très haute personnalité. Il a été accepté par des Zlatan, par des Cavani et autres, Thiago Silva, ce qui n'est pas évident. Donc mon regard est vraiment très très positif. Et d'ailleurs j'étais un petit peu déçu qu'on fasse la fine bouche après la défaite de Rennes. Bon, une défaite malheureuse, mais on venait d'apprendre que le match ne servait pas avant. Donc il y a eu peut-être un petit coup de dépression. Et je trouve qu'on a fait un peu la fine bouche parce qu'on a fait une magnifique saison, on est champion de France, on gagne la Coupe de la Ligue. Donc voilà, en 2 ans c'est plutôt très bien. D'accord, justement, on va vous faire réagir sur une actualité en direct. On vient d'apprendre que Camara vient de prolonger son contrat une fois de plus. Oui. Donc il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. D'abord, je ne suis pas étonné, parce que je savais qu'il était très apprécié du staff et des dirigeants du Paris Saint-Germain. C'est un bon joueur qui peut rendre des services et il est normal que le club ait 4 défenseurs centraux de très haut niveau. Donc Camara, même s'il joue pas souvent, ben voilà, quand il joue, il tient la route. Et puis il a une grosse importance dans le vestiaire, parce que c'est un type bien, c'est un type très apprécié de ses camarades, qui a joué dans beaucoup de clubs étrangers, donc il parle beaucoup de langues. Voilà, c'est un type très très utile, en dehors du fait que c'est un très bon joueur de foot. Donc voilà, comme c'était un de mes recrutements, je suis très content qu'il ait prolongé d'1 an. Voilà. Maintenant, le fait de voir le Paris Saint-Germain aujourd'hui figurer parmi les 8 meilleurs clubs d'Europe, contrairement à il y a 6 ans où le club était pointé du doigt pour différentes raisons, notamment les résultats sportifs, qu'est-ce que ça fait à un président supporter comme vous? Ça ne peut que faire plaisir, si vous voulez, parce qu'on a assez souffert du manque de moyens. On ne peut pas maintenant se plaindre d'avoir les moyens de faire une grande équipe européenne. Donc moi, ça me fait très plaisir. J'ai aucune jalousie. Si je me dis, effectivement, j'aurais bien aimé être président avec des budgets plus importants. Mais bon, ça c'est le passé. Voilà, c'est le sens de l'histoire. Et moi, ça me rend extrêmement heureux. Et encore plus cette année, parce qu'en plus, je prends beaucoup de plaisir à les voir jouer. Parce que le style la façon de jouer me convient parfaitement. Et donc, non, aucune aigreur, aucun regret, voilà, je trouve formidable ce qui se fait. En plus,
les Qataris se comportent très bien avec les anciens, dont je fais partie. Il n'y a plus beaucoup d'anciens. Donc, les dirigeants historiques, je suis probablement un des survivants. Donc, ils sont très élégants avec moi et voilà. Je continue à donner un coup de main à la fondation et au centre de formation des apprentis. Donc, je suis pas totalement hors du coup. Mais en plus, ils ont une très bonne attitude et je pense qu'ils respectent parfaitement bien le passé du club. Bon, à la fois vous savez, moi, je les attendais sur une chose qui aurait pu m'éloigner du Paris Saint-Germain. C'est si j'avais décidé de ne plus jouer au Parc. Là, je pense que j'aurais lâché, parce que pour moi, ça n'aurait plus été le club, ça n'aurait plus été le PSG, voilà, ça n'aurait plus été le club qui est mon club de cœur. Donc, le fait qu'ils aient pris cette décision-là, bah, pour moi, ça m'a complètement rassuré, ça m'a donné la preuve qu'ils avaient tout compris. Voilà. Justement, oui, j'allais justement venir au Parc des Princes, le fait de voir que c'est rénové aujourd'hui et voir que dans l'avenir ils comptent faire des travaux, ça doit vous réjouir aujourd'hui, vous, amoureux du stade comme nous le sommes, nous. Ben oui, ça me réjouit, et puis si vous voulez, à la fois je suis évidemment un fervent admirateur du Parc des Princes, mais il faut reconnaître que je crois qu'il date de 1972, donc ça commence à dater, donc il y a quand même besoin, il faut reconnaître quand même que par rapport au grand stade européen, au grand stade allemand que je connais personnellement, mais je suis pas le seul, et pas simplement le stade allemand, mais cela en particulier, il y a besoin vraiment de moderniser ce stade. Ils le font. Ils vont le faire en deux fois. D'abord, les premiers travaux, enfin c'est déjà des travaux importants pour l'Euro 2016, et puis une deuxième tranche de travaux après pour augmenter la contenance. Alors on fera jamais du Parc des Princes un stade à 80 000 places, mais bon, personnellement je préfère un stade à 55-60 000 places qui soit conforme à la culture du club et qui soit un stade bien conçu, un vrai stade de foot. En plus bien situé, parce que pour moi, un stade situé au cœur de la ville, c'est quelque chose d'important. Ben bon, voilà, on peut pas tout avoir, mais je préfère ça que d'avoir un stade de 80 000 places, voilà, qui ne soit pas le Parc des Princes. D'accord. On voudrait que vous nous parliez de votre livre que vous allez sur le point de sortir, que vous avez sorti. Et après, on vous demandera juste de répondre à une dernière question de Stéphane. Écoutez, non, je sors un livre le 15 mai, c'est-à-dire, c'est bientôt, c'est je crois jeudi, sur l'histoire des Coupes du Monde. Je le fais avec un co-auteur qui s'appelle Guillaume Evin, qui est un très bon journaliste, mais une encyclopédie du football. Et ce livre s'appelle Petit pont et contre-pied. Et c'est les histoires insolites sur les 20 Coupes du Monde. Alors j'en ai vécu pas mal en direct, mais je connais pas mal d'histoires sur ces épreuves. Alors voilà, il y a la grande histoire, c'est-à-dire il y a l'aspect sociétal des Coupes du Monde, comment la Coupe du Monde est intégrée avec un régime politique, comment se sont passées les Coupes du Monde dans les régimes de dictature, enfin voilà, donc on essaie à la fois toujours de relier l'épreuve au contexte sociétal, économique et politique. Ça c'est les 10 chapitres de ce livre. J'ai à la fin de chaque chapitre une rubrique personnelle que j'ai appelée Kesako, voilà, un jeu de mots, où je donne mon point de vue sur un certain nombre de choses, voilà, sur la vidéo, sur l'Afrique du Sud, etc. Un point de vue qui, si vous me faites l'amitié de le lire, voilà, c'est pas toujours le point de vue de tout le monde. Je défends beaucoup les joueurs, parce que je trouve que les joueurs de foot sont beaucoup trop attaqués. Et puis j'ai interviewé, alors j'ai joué un peu aux journalistes, j'ai interviewé 40 personnes, 40 grands témoins, et ça va de Zidane à Lizarazu, à Deschamps, à Jacquet, à Hidalgo, à Pape Diouf, à puis à des gens comme Cyril Hanouna, comme voilà, Marius Trésor, Darren Tulette, enfin, des gens que je connais, que j'apprécie. 40 personnes auxquelles j'ai posé 3 questions. Quels sont les 3
vos 3 grands souvenirs des Coupes du Monde, vos 3 flashs. Deuxième question, quelle a été la plus belle Coupe du Monde de l'histoire? Troisièmement, qui est pour vous le monsieur Coupe du Monde? Donc mon livre, c'est 40 interviews, sont insérées à l'intérieur des chapitres. Voilà. Donc voilà, il sort le 15 et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur la Coupe du Monde. J'espère que celui-là sera différent. Voilà. Justement, vous parliez de Zidane. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la rumeur de Zidane qui pourrait venir dans le championnat de France? Ah, bah, écoutez, d'abord, je suis pas dans le secret des dieux, mais je crois que cette rumeur est fondée. Enfin, c'est pas seulement une rumeur. Je pense qu'il y a eu des contacts. Bah, je trouverais ça très bien, voilà. Parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur joueur du monde, et qui reviennent en France, même si je suis conscient qu'il reviendrait pour une période limitée. Je trouve que c'est une bonne chose pour le football français, pour l'image du foot, et que voilà, qu'ils viennent à Bordeaux, pourquoi pas. Moi, j'aime bien en plus qu'il y ait une logique, une belle histoire. Bon, Bordeaux, c'était son club. Il a joué à Bordeaux, donc je trouverais ça plutôt très positif. Et pour lui, qui souhaite vraiment être entraîneur et qui, je crois, sera un très bon entraîneur, démarrer à Bordeaux, où c'est une belle équipe, une grande ville, mais il y a peut-être moins de pression que dans d'autres villes de France. Vous voyez, c'est à quoi je pense. Je pense que c'est une bonne idée. D'accord. On va laisser la dernière question à Stéphane, et je vous remercie beaucoup, Président, pour votre temps. Je vous en prie. Okay. À toi, Stéphane. Merci, merci de votre présence, Monsieur le Président. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. La dernière question, alors, c'est bien ça. Oui, je reprends, mais je vais reprendre un petit peu avec vous pour un de votre commentaire sur lorsqu'on a évoqué votre livre avec Guillaume Evin. Donc, Petit Pont et Contre-Pied, c'est 20 Coupes du Monde. Et vous venez de nous dire que vous défendez beaucoup les joueurs, notamment des joueurs attaqués. Puis j'aimerais revenir, moi, justement, sur un joueur qui a été beaucoup attaqué au Paris Saint-Germain et qui a été le premier gros transfert de l'ère Qatari. Vous voyez de qui je veux parler. Moi, personnellement, qui aime bien le football, j'admire sa vision de jeu, et je voulais savoir un petit peu votre regard sur Javier Pastore. Moi, je suis un supporter de Pastore, moi. Alors bon, ses performances sont inégales, mais je trouve que moi j'aime bien les techniciens. Je dis dans mon livre, et un peu en plaisantant, que quand je forme mes équipes d'anciens, là, si je pouvais mettre 10 numéros 10, j'en mettrais 10. Bon, c'est évidemment une plaisanterie, mais personnellement, j'aime bien ce type de joueur. Ces joueurs qui savent faire des passes décisives, qui sont élégants, qui sont efficaces. Alors c'est vrai qu'il a été plus efficace au début que maintenant, mais je trouve en tout cas que c'est un joueur qui amène quelque chose, et il n'y a pas énormément de passeurs de ce type dans l'équipe. Alors il y en a d'autres sûrement dans le monde, hein, mais je trouve qu'il est attaqué un peu injustement. Alors il a une allure très élégante, qui peut parfois paraître un peu dilettante. C'est ce qui fait, je pense, ce qui cristallise quelques critiques, mais personnellement je le défends. Mais quand je disais, pardon de passer à un nouveau sujet, mais quand je disais que je défendais les joueurs, c'est techniquement, enfin bon, il y a aussi des plus grands techniciens que moi, hein, mais je parlais, moi, surtout de la défense des joueurs qui sont très attaqués sur le plan, ils sont trop riches, ils chantent pas la Marseillaise, ils ont le casque rivé sur les oreilles, ils se comportent pas bien. Et ça, moi, qui quand même, je n'ai pas que 2 ans de présidence, j'ai 30 ans de Paris Saint-Germain, et j'ai connu des Anelka, j'ai connu beaucoup de joueurs, des Sacco et autres. Je peux vous dire que quand on se donne la peine de leur parler, de les considérer, et de ne pas partir de l'idée qu'ils n'ont rien à dire, eh bien ils ont quelque chose à dire. Des Chantômes et autres. Donc, ou des Sankaré. Moi j'ai gardé un très bon souvenir de ces joueurs, et on dit trop facilement qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire parce qu'on leur fait rien dire.
parce qu'on ne leur donne peut-être pas le moyen aussi de s'exprimer, ou nous, le grand public, on est aussi exposé à ces croyances populaires. On voit, moi je vous le dis aussi, en tant que psychologue, on voit et puis on préjuge et après on fait alimenter des croyances populaires. Voilà, on préjuge comme ils sont pas toujours nés de familles aisées et tout. Quelquefois ils ont des problèmes d'expression, quelquefois ils sont un petit peu, je dirais, ils sont susceptibles, ils aiment bien qu'on leur parle avec respect, ils font parfois un peu la gueule, je reconnais, ils sont parfois un petit peu, ils restent un petit peu centrés sur eux-mêmes, mais tout ça, si vous voulez, c'est un problème de management. Si les managers, les présidents, les entraîneurs leur font confiance, on arrive à bien comprendre que ce sont des gens bien. Alors, pas tous, il y a forcément, comme dans tous les métiers, il y a des gens pas bien, mais j'en ai pas connu beaucoup. Et je peux vous dire que quand je suis parti, ceux qui ont été, beaucoup d'autres aussi, mais ceux qui ont eu les mots les plus chaleureux à mon endroit, c'est les Sacco, les Chanteau, les Sankaré, des joueurs qui, quand on disait, ils disent pas grand chose. Écoutez, moi, ils m'ont dit quelque chose. Oui. Donc, oublions le casque de musique sur les oreilles. Je dis souvent, de mon temps, les joueurs jouaient à la belote. C'est pas plus intelligent de jouer à la belote que d'écouter de la musique. Et puis arrêtons ce débat, ils chantent pas la Marseillaise, mais qu'est-ce que ça peut faire qu'ils chantent pas la Marseillaise? Je veux dire, on peut être patriote et ne pas la chanter. Donc voilà. Donc on est, comme vous le dites très bien, prisonnier de préjugés et je trouve qu'il faut les défendre, sauf que quand ils ont un très mauvais comportement et quand ils respectent pas leur club, quand ils arrivent dans un club, ils pensent déjà aller dans un autre. Ça oui, il faut être critique. Mais sur leur comportement, il faut être indulgent. Oui. Très bien. Écoutez, merci pour... je vous en prie. Merci de vos questions qui étaient toutes très intéressantes. Et voilà, j'espère que... Merci encore. Merci encore d'être passé sur la web radio Ville Lumière. C'est très gentil de votre part. Je tenais encore à vous remercier. Non, mais écoutez, c'est toujours agréable de discuter avec des gens qui ont les idées claires, qui aiment le foot et qui aiment, je pense, peut-être pas mal le PSG. Voilà. Tout à fait. Voilà. Passez... Je vous dis au revoir. Au revoir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vous de même. À bientôt. Au revoir. Au revoir.